Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Tout de suite les titres de ce vendredi 30 novembre. C'était une promesse de François Hollande, 4000 emplois d'avenir sont prévus en Languedoc-Roussillon. Dans le Gard, les premiers étaient signés aujourd'hui. Les handballeurs montpelliérains a affronté Cesson hier avant de recevoir Flensbourg dimanche en Ligue des Champions, avec à la clé une place en 8e de finale. Enfin, nous irons écouter notre chœur à Nîmes pour un concert rythmé et surprenant grâce à Maglone Vidal, diplômée de médecine. On commence ce journal avec l'appel de Patrick Vignal, député PS de la 9e circonscription de l'Hérault. Maintenant que la fédération PS départementale a un chef de file en la personne du Seine-Bourgie, le député appelle à une primaire ouverte pour désigner le candidat socialiste aux prochaines élections municipales. Il nous explique pourquoi. On doit passer de Montpellier la surdouée à Montpellier la surdouée démocratique parce qu'il y a des tas de citoyens qui ont des choses à dire. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on lance un site en ligne qui s'appelle lesprimaires-montpelliéraines.fr. Moi, je voudrais avoir le pouls des Montpelliéraines et des Montpelliérains. Est-ce qu'ils veulent aujourd'hui débattre, échanger avec des futurs élus, des futurs candidats? Je crois que c'est pour ça qu'il faut faire des primaires. Et puis, c'est vrai aussi, où nous avons la chance à gauche d'avoir des candidats assez exceptionnels. Il serait intéressant qu'ils descendent sur le tatami de la démocratie et qu'ils puissent un petit peu échanger avec les citoyens. Donc c'est ambitieux. On demande simplement 5% du corps électoral. Il y a 140 000 électeurs à Montpellier et on a lancé cette pétition pour que d'ici fin décembre, 7 000 soutiens disent « on veut partager, on veut échanger, on veut vous rencontrer ». C'était une promesse électorale de François Hollande. Les contrats emploi d'avenir arrivent en région. En Languedoc-Roussillon, ils seront au nombre de 4 423 précisément, dont 1 200 pour le département du Gard d'ici le 31 décembre 2013. Ce matin, les 14 premiers étaient signés en préfecture. Reportage Olivier Michel. Elle s'appelle Gaëlle, a 22 ans et vient de signer le premier contrat emploi d'avenir du Gard, soit un CDD de 3 ans en tant qu'agent d'accueil et d'animation au sein du foyer Maurice Albaric. Un emploi qui sera accompagné d'une formation de moniteur et d'éducateur. C'est vrai que quand on n'a pas le bac, on nous dit toujours les études, c'est super important. Si on n'y arrive pas, on n'a rien et tout. Donc c'est un peu déprimant. Et donc du coup, le fait que M. Muller m'offre une chance pareille, c'est juste énorme. Donc moi, je vois plein d'opportunités d'avenir grâce à lui. Une embauche rendue possible grâce aux subventions de l'État de 75%. Sur les questions de budget dans le secteur social, c'est pas évident. Et donc là, l'opportunité d'avoir un contrat sur 3 ans avec une aide de l'État de 75% plus des exonérations et cet accompagnement dans le cadre du plan de formation, ça nous donne la possibilité de le faire. C'est très intéressant. C'est une participation forte de l'État qui finance à 75% dans le secteur non marchand, à 35% dans le secteur marchand. Et puis surtout, c'est un dispositif qui s'accompagne d'une formation, car le but n'est pas de résoudre un problème temporaire pour un jeune en difficulté et de le remettre ensuite dans les mains de Pôle emploi, mais l'idée c'est de lui permettre, justement grâce à ces 3 ans, de pouvoir acquérir une formation qui lui permet après de démarrer dans la vie. D'ici la fin d'année 2013, sur le département du Gard, 1200 jeunes entre 16 et 25 ans devraient signer ces contrats emploi d'avenir. Chaque hiver, les SDF sont de plus en plus nombreux et le week-end s'annonce très froid. L'opération Sac à dos, organisée chaque année à Montpellier, permet de leur offrir un peu de réconfort. Voyez le reportage de Vincent Pereira pour le site internet de Midi Libre. L'opération Sac à dos, déjà commencée dans l'Hérault, débutera à Montpellier le 1er et durera jusqu'au 31 décembre. L'idée consiste à composer seul ou à plusieurs votre sac à dos pour un SDF. Avec 4 types d'objets à l'intérieur, qu'on appelle 4 kits. Un kit chaleur, un kit festif, un kit culture, communication et un kit hygiène. Le kit chaleur comprendra pull, chaussettes, pantalons, bonnets et écharpe. Le kit hygiène pourra être différencié homme ou femme. Le kit culture sera composé de livres, d'un plan de ville, d'un dictionnaire, d'une lampe, d'une radio et un kit festif important en cette période de fête. Une fois constitué, vous n'avez plus qu'à déposer votre sac à dos. Les sacs peuvent être déposés tout simplement dans les maisons des services ADMR. Il y en a dans tous les villages de l'Hérault et du Languedoc-Roussillon. Ce sont nos partenaires depuis le début. C'est très facile, il y en a un peu partout.
Et une fois que les ADMR en ont un grand nombre, ils nous téléphonent, on les rassemble. Et l'association Sac à dos distribuera entre Noël et Jour de l'An votre sac à dos complet avec ses 4 kits aux sans-abri avec le concours de la Croix-Rouge française, du SAMU social ou autre structure. Sac à dos est une association qui fonctionne sans argent, sans budget, il n'y a pas d'argent qui circule. Et quand on connaît un petit peu la valeur d'un sac à dos complet avec ses 4 kits, c'est environ 1 million d'euros qui ont été distribués au profit des sans-abri et des SDF. Depuis sa création, il y a 7 ans, Sac à dos a distribué environ 10 000 sacs à dos dans une quinzaine de villes. Cette année comme l'année dernière, sur Montpellier, 5 à 600 SDF devraient en profiter. Henri Doué reste président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes. La Cour administrative d'appel de Marseille l'a confirmé hier suite à l'annulation d'un premier vote remporté par Éric Giraudier, le leader de la liste MEDEF. Il ne désarme pas. Il a annoncé aujourd'hui sa volonté de se pourvoir en cassation. On l'écoute au micro d'Alain Bellon. Moi, je respecte tout à fait la justice et je ne vais pas faire d'évaluation sur ce qu'a fait la Cour d'appel administrative de Marseille. Ce qui m'importe, c'est l'intérêt des commerçants, des chefs d'entreprise et de défendre la Chambre de commerce en tant qu'institution indépendante qui ne doit pas être instrumentalisée d'un point de vue politique. Et compte tenu des éléments que nous avons en main, il est évident que pour défendre l'intérêt général, il faut s'en remettre au Conseil d'État qui dira le droit. Affaire à suivre donc. Avant d'ouvrir notre page sport, je vous propose de retrouver l'actualité internationale avec un tour du monde en 120 secondes chrono. La réaction ne s'est pas fait attendre après l'attribution du statut d'État observateur pour la Palestine par l'ONU. De passage à Washington, Ehud Barak, le ministre de la Défense israélien, dénonce une erreur. Nous pensons que la décision d'Abou Mazen d'aller demander le statut d'État non membre devant l'Assemblée générale est une erreur. Quelques pays dans le monde, dont vous, partagent cette vision. Dans le cheminement vers une solution à notre conflit, rien ne peut remplacer les négociations directes sans conditions préalables. À Ramallah, cette décision d'État observateur a été accueillie dans la liesse générale. La foule s'est réunie dans les rues pour célébrer ce nouveau statut jusque tard dans la nuit. La question du budget continue de poser problème aux États-Unis et reste dans l'impasse. Les négociations entre les élus et le gouvernement ne semblent pas avancer, ce qui inquiète le Parti républicain. Tout d'abord, malgré les affirmations du président qui insiste être en faveur d'une approche mesurée, les démocrates n'ont pas montré leur volonté de réduire sérieusement les dépenses. Ensuite, il n'y a pas eu de progrès significatif ces 2 dernières semaines dans les discussions entre la Maison-Blanche et la Chambre des représentants. Avec d'un côté une hausse des impôts jusqu'à 3 500 $ en moyenne par famille et de l'autre une baisse automatique des dépenses de plusieurs centaines de milliards de dollars, le mur budgétaire demeure le principal problème du gouvernement américain. Un nouveau rebondissement après le scandale des écoutes téléphoniques par certains médias anglais. Le juge Leveson a décidé de renforcer le contrôle des médias. Dans son plan, la création d'un nouvel organe indépendant censé contrôler la presse dans le cadre législatif. Une option qui inquiète et pourrait compromettre à terme l'indépendance des médias britanniques. La presse a besoin de mettre en place un nouvel organe de régulation qui soit véritablement indépendant des leaders de l'industrie, du gouvernement et des politiciens. Un organe qui doit promouvoir des standards de journalisme élevés et protéger à la fois l'intérêt du public et les droits et libertés des personnes individuelles. Je ne suis pas convaincu, à ce stade, que la loi est nécessaire pour accomplir les objectifs fixés par le juge Leveson. Je crois qu'il y a d'autres options possibles. Une décision jugée raisonnable et proportionnée selon Actof, un groupe de soutien aux victimes des excès de la presse qui compte notamment dans ses rangs l'acteur Hugh Grant. On ouvre une page sport. Le MHB poursuit sa reconstruction après l'affaire dite des paris truqués. Cela passait par une victoire face à Cesson en championnat. Dès ce week-end, les coéquipiers de Michael Guigou retrouvent la Ligue des Champions avec la venue de Flensburg. Tout d'horizon des chances montpelliéraines avec Mouad El Yakabi. Après leur victoire probante contre Cesson jeudi, le MHB aborde le prochain match de Ligue des Champions avec plus de certitude, aussi bien dans le jeu que dans l'état d'esprit. Même si, de l'aveu même de Patrice Canaillé, ces joueurs manquent encore de régularité. Il y a donc du mieux et des motifs de satisfaction dans le jeu produit par l'équipe, de quoi être ambitieux pour le match de dimanche contre Flensburg.
On sait qu'on est capable de battre Flensburg parce que d'abord on a fait match nul là-bas, on avait fait un très bon match. On sait que c'est une équipe qui n'est pas imbattable et qu'on a la potentialité pour battre cette équipe-là. Maintenant, il va falloir qu'en termes d'engagement, de concentration, de maîtrise, on affiche le meilleur de Montpellier et qu'on ne soit pas branché sur courant alternatif. Match décisif donc pour la qualification en 8e de finale. Une victoire ce dimanche donnerait une légère avance aux Montpelliérains sur leur concurrent direct. Une victoire permettrait aussi de lancer enfin la saison du MHB sur le plan européen. On a réussi avec les 2 matchs contre Belgrade à se repositionner et aujourd'hui on est dans une situation où on peut se qualifier pour quasiment de manière vraiment importante pour un 8e. Donc il faut à la fois que nous on soit présents, que le public soit présent et qu'on donne l'envie et qu'on donne, je dirais, la réalité de notre motivation. Il ne suffit pas de dire on a envie, il faut vraiment que ça se voit. Le rôle du 8e homme est plus que jamais essentiel. D'ailleurs, pour ce match, le MHB fait son grand retour au Park & Arena. Grand match donc pour les handballeurs, mais aussi pour les hommes de René Girard qui se déplacent samedi à Lyon avec l'ambition de poursuivre leur belle série. Anthony Mounier, pur produit du centre de formation lyonnais, a toujours plaisir à retrouver le stade de Gerland, mais les qualités retrouvées de sa nouvelle équipe lui donnent bon espoir de faire quelque chose là-bas. On l'écoute. C'est toujours particulier parce que j'ai été formé là-bas, je suis arrivé là-bas à l'âge de 11 ans, donc je connais tout le monde. Mais bon, j'ai eu l'occasion de retourner déjà par le passé avec Nice. Voilà, c'est toujours des moments particuliers, mais après ça reste avant et après le match. Pendant le match, après ça, on oublie tout. On a vu qu'ils sont allés perdre en Coupe de la Ligue à Nice 3-1. C'est sûr, ils ont des grands joueurs, des joueurs d'expérience qui ont l'habitude de jouer la Coupe d'Europe, qui sont internationaux. Voilà, c'est une grosse équipe, mais ça doit nous motiver justement pour se mesurer à ce genre d'équipe et montrer que nous aussi on est là. Il ne faut pas oublier quand même que l'année dernière Montpellier a été champion de France, donc aujourd'hui sur le papier ça ne veut rien dire. Notez que le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue a eu lieu. Elles se dérouleront le week-end du 15 et 16 janvier prochain. Saint-Etienne sera opposé à Lille et Montpellier se déplacera à Rennes pour décrocher une place en finale. Enfin, le top 14 est de retour après cette mini-trêve de 3 semaines. Les hommes de Fabien Galtier reçoivent Bayonne au stade Yves du Manoir samedi soir. Je vous rappelle qu'ils sont toujours 4e du championnat. Et puis, si vous préférez rester au chaud, l'Arena vous attend samedi pour un grand moment de pancrace, ce sport de combat qui regroupe plusieurs disciplines, judoka, boxeur, taekwondo. Le FMC sera aussi diffusé en direct sur notre antenne dès 21h demain. Nayeb Ezam, l'un des 20 combattants présents demain soir, nous explique pourquoi il ne faudra pas rater ça. Le fait d'avoir commencé à la Salle Bleue, ensuite d'avoir terminé aux arènes de Palavas, et plus là, Parc Suite, ça veut dire que ça monte tout doucement. Maintenant, croisons les doigts pour que ce soit une très bonne soirée et qu'il y ait du monde. Ça se passe très bien entre les combattants. De toute façon, on est là, c'est un sport. Hein. On se connaît tous depuis longtemps, on se rencontre toujours dans d'autres événements et tout se passe bien. Venez, vous n'avez pas à le regretter, il y aura des beaux combats. Il y a Anthony Rea aussi qui est une grande star ici et il y aura de beaux combats. À Nîmes, le théâtre du Périscope a durant une semaine été le lieu d'une expérimentation. Maglone Vidal, une performeuse, a installé sur le cœur de volontaires un dispositif d'enregistrement. Il en résulte un spectacle original intitulé « Le cœur du son » qui se joue de vos battements de cœur. Plus de détails avec Olivier Michel. Électrochoc musical au théâtre du Périscope. Maguelone Vidal, une musicienne performeuse, a eu l'idée de capter les sons du cœur et de les mixer. Avant d'être musicienne professionnelle, j'ai fait 10 ans de médecine. En fait, j'ai fait des études de médecine que j'ai menées à bout. Et un jour, je me suis dit, finalement, c'était 2 vies qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dirais si je voulais parler de ça, si je voulais parler de ce bout de chemin-là que j'ai fait, qu'est-ce que je dirais? Et c'est comme ça que m'est venue cette idée, finalement. Sur scène, au milieu des spectateurs, 4 volontaires instrumentés poussent leur corps à l'extrême, emballent leur cœur et créent leur sonorité. Au tout début, quand ils sont calmes, on a un cœur presque au repos, endormi, un peu feutré. Et quand ils commencent à faire leur phrase, la phrase signature, leur signature de gestes, c'est-à-dire une suite de gestes qui les signent, après on a une qualité de son qui est un peu plus tonique, un peu plus éclatante. Et là le cœur est accéléré et tape fort. C'est agréable, ça permet de découvrir une facette de soi qu'on ne connaît pas vraiment.
Ah bah ça prend le corps entier en fait. On est dans un autre monde en fait. On est à l'intérieur de soi. Loin de la régularité vitale de l'électrocardiogramme, le cœur du son s'approche, lui, de la musique électro. Une création unique et captivante à la dramaturgie croissante qui fait craindre à son paroxysme la crise cardiaque. Mais Maguelone Vidal crée et ne tue que du bout de ses doigts sur un potard. Une chance pour Romain qui voulait, lui, juste faire entendre les battements de son cœur à sa bien-aimée. Par amour, oui, voilà. Pour me rapprocher un peu de Nelly. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce vendredi. Vous retrouvez Marlène Mec dès lundi 12h30 pour un nouveau journal. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end sur TV Sud.